poursuit son séjour à Paris où il prend part à la conférence sur les changements climatiques COP21. Issoufou Mamadou était ce matin l'invité de la chaîne de télévision française iTélé. Le chef d'état-major des armées a entrepris depuis hier une série de visites dans les unités des forces de défense et de sécurité de la région de Difa. Le Conseil supérieur de la communication CSC, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, organise depuis ce matin à la Maison de la Presse un atelier de formation à l'intention des journalistes régionaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit donc son séjour à Paris où il prend part à la conférence sur les changements climatiques COP21. Issoufou Mamadou était ce matin l'invité de la chaîne de télévision française iTélé pour évoquer notamment les enjeux de la conférence de Paris sur les changements climatiques pour l'Afrique. Il a également plaidé pour la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré. L'entretien a également porté sur la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Midi et 12 minutes sur iTélé, la COP 21, la crise migratoire, la menace terroriste. Nous avons beaucoup de sujets à aborder ce matin, cette mi-journée, avec notre invité exceptionnel, le président de la République du Niger. Bonjour Mahamadou Issoufou. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble avec Olivier Ravanello. Olivier. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Depuis dimanche, vous participez aux travaux de cette COP 21 que tout le monde présente comme historique. Vous qui êtes dedans, vous pouvez nous le dire. Elle va être signée ? Bien, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, rappeler les enjeux pour l'Afrique. Les enjeux pour l'Afrique, c'est la limitation de l'élévation de la température à 1,5 degré et non 2 degrés d'ici la fin du siècle. Pourquoi Parce que 2 degrés pour le monde, c'est 3 à 4 degrés pour l'Afrique et peut-être même 5 degrés pour un pays comme le Niger. C'est pour cela que l'ambition, c'est de limiter le réchauffement à 1,5 degré et non pas à 2 degrés. Et l'autre enjeu, c'est bien sûr la riposte que proposent les différents pays pour arriver à cette limitation de la température, les contributions des différents pays sur les mesures d'atténuation et également sur les mesures d'adaptation. Et l'Afrique veut qu'il y ait un équilibre enfin au niveau du financement entre financement de l'atténuation et financement de l'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut pour que les pays africains signent ? Alors ce qu'il faut pour que les Africains signent, c'est ce que je viens de dire. Il faut la limitation à 1,5 degré. Et ça, on n'y arrivera pas. On peut ne pas y arriver, mais si on prend la direction, si on sent que, puisqu'il s'agit d'un accord dynamique qu'il faut mettre en place, révisable tous les 5 ans, si on sent déjà qu'il y a une dynamique qui est engagée, je pense que c'est un argument suffisant pour que les Africains puissent signer. Et il faut aussi des ressources, parce que les Africains... Des financements, de l'argent, de l'argent. Ouais. Et c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait une organisation du commerce de carbone, la taxe sur le carbone. Il faut que les pollueurs payent effectivement. On parle d'un prix de la tonne de carbone de $20. Nous souhaitons qu'on aille jusqu'à $50. Et à ce niveau de prix de la taxe carbone, de la tonne de carbone, on aura suffisamment de financement pour faire face aux mesures de riposte qui sont proposées afin de limiter la température à 1,5 degré, 2 degrés. Et vous suivrez l'intégralité de cet entretien en partie magazine de cette édition. Ici à Niamey, le Premier ministre Birji Rafini a reçu ce matin en audience les représentants de la société japonaise OURD présents au Niger dans le cadre du conseil d'administration de la Cominac dont ils sont actionnaires. Ils ont mis à profit cette visite de courtoisie pour évoquer la situation nucléaire du Japon. Oui, le chef du gouvernement s'est également entretenu avec l'ambassadeur du Royaume de Norvège au Niger, avec résidence à Abuja au Nigeria. Plusieurs questions d'intérêt bilatéral étaient au centre des échanges, a souligné l'ambassadeur Rolf Free à sa sortie d'audience. Bon, on a eu une très bonne réunion avec son Excellence Birji Rafini.
on s'est concentré sur l'augmentation des relations entre nos deux pays, la Norvège et le Niger. Ça se concentre pour l'instant sur l'aide au développement et la Norvège donne un certain soutien quand on parle de 3 volets. On parle de sécurité alimentaire, on parle de santé reproductive, mais surtout l'éducation. On a échangé aussi, on a dialogué avec le Premier ministre sur l'aspect de sécurité. L'ambassadeur vient d'être à Maïdougouri, à Borno, où il a vu la situation là-bas. Il veut exprimer son soutien à la population de la région de Difa, ses sympathies concernant toutes les attaques qui se passent dans cette région. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, organise depuis ce matin à la Maison de la Presse un atelier de formation à l'intention des journalistes régionaux. L'ouverture des travaux de cet atelier a été présidée par le président du CSC, Abdraman Ousmane. Le compte rendu de Hamsatou Mamadou et Bachir Harouna. Cette formation des journalistes de l'audiovisuel et de la presse écrite des régions intervient après celle organisée en septembre dernier à l'intention des journalistes de la région de Niamey. Avec pour thème traitement de l'information en période électorale, cet atelier de formation a pour but de mieux outiller les journalistes sur les méthodes de traitement de l'information en période électorale en cette veille des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales au Niger. À cette période, les hommes des médias ont un grand rôle à jouer dans le but de créer un climat social et politique propice pour une meilleure organisation d'élections. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme électoral élaboré par le Conseil supérieur de la communication en vue de contribuer à l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans un climat politique et social apaisé dans notre pays. Les objectifs spécifiques visés à travers ce programme sont entre autres de garantir le droit du public à l'information sur tout le processus électoral, de concilier ce droit du public à l'information avec les impératifs des élections, de préserver et renforcer la liberté de la presse, y compris en période électorale, d'accroître la responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information, de faciliter le travail des journalistes en leur indiquant les sources d'informations liées aux élections et les moyens de recouper ces informations. Et enfin de promouvoir un traitement professionnel de l'information relative aux élections. Au cours des 2 premiers jours, vous suivrez des exposés de communication sur les directives pour la couverture des élections par les médias, le pluralisme et l'équilibre de l'information en période électorale, notamment dans les émissions et les genres de reportages, de débats, d'interviews, etc. Et vous aurez droit à un exposé des textes réglementaires régissant l'accès aux médias publics et privés, des partis politiques, des candidats aux différents scrutins. Cet atelier durera 3 jours et les résultats seront utilisés par le Conseil supérieur de la communication de l'organisation des élections 2016. Demain, 3 décembre 2015, le monde entier célèbre la journée internationale des personnes handicapées. En prélude à cet événement qui sera célébré au Niger à Maradi, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a livré un message dont nous vous proposons de suivre l'essentiel avec Jocelyne Amoussou et Azira Biou. Initiée depuis le 3 décembre 1993 par les Nations Unies, la Journée internationale des personnes handicapées est une occasion pour marquer une pause en vue d'évaluer les différentes actions en faveur des personnes en situation de handicap, mais aussi pour attirer l'attention sur leurs besoins et la nécessité de les prendre en compte dans les questions de développement. Et cette 22e édition ne déroge pas à la règle. Dans son message, la ministre de la Population appelle tous les acteurs à redoubler d'efforts. Il s'agit de promouvoir les initiatives visant à permettre aux personnes handicapées d'exercer leurs droits et de participer à la vie de la société sans réserve et dans des conditions d'équité avec les autres citoyens. C'est dans cette optique
que les Nations Unies ont retenu pour thème cette année: les questions d'inclusion, l'accès et l'autonomisation des personnes de toute aptitude. Eu égard à cela, il faudrait rendre les villes inclusives et accessibles à tous, améliorer les données statistiques relatives aux personnes handicapées, tenir compte des personnes ayant un handicap invisible. Ensemble, nous y parviendrons et de façon inclusive, en ouvrant les portes de la pleine participation citoyenne à tous les Nigériens, sans distinction aucune, en construisant les rampes d'accès au niveau de tous les services publics, en aménageant les infrastructures pour les rendre accessibles à tous, les écoles, les hôpitaux, les lieux de loisirs, en rendant accessible l'information à tous, notamment aux personnes handicapées visuelles et celles présentant une déficience auditive. Selon la ministre de la Population, le développement local inclusif est la seule alternative crédible. Et cela doit se faire par le biais d'un programme de réadaptation à base communautaire et par l'application de la Convention relative aux personnes handicapées. Cette vision est partagée par le gouvernement de la 7e République. En effet, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, affirmait que pour maintenir l'équilibre au sein de notre société, le gouvernement veillera à la promotion et à la protection des personnes, des droits des groupes vulnérables, dont les personnes handicapées. Ainsi, les programmes d'enseignement, de formation professionnelle, les politiques d'emploi et de protection sociale prennent de plus en plus en compte les besoins des personnes handicapées. Il convient de noter que le Niger dispose de tout un arsenal de textes juridiques nationaux et a souscrit à des textes internationaux pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et pour mieux procéder à la mise en œuvre de tous ces textes de manière plus aisée, notre département ministériel est en train d'harmoniser nos textes nationaux avec les textes internationaux, avec l'aide du CBM, en collaboration avec les organisations des personnes handicapées et le concours des ministères et institutions techniques concernées. Nous allons saisir cette occasion pour plaider afin que les nouvelles infrastructures sociales prennent en compte l'accès des personnes handicapées telles que les rampes d'accès aux édifices publics. Des actions qui, assurément, amélioreront les conditions de vie des 715 476 personnes en situation de handicap que compte le Niger, soit 4,2% de la population, selon le recensement général de la population de 2012, qui dénombre parallèlement 341 723 personnes ayant un multi-handicap. Le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, CNUT, organise depuis ce matin, sous la présidence du ministre des Transports, un atelier de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne de transport sur les différents textes régissant le transport routier des marchandises. Cet atelier vise à clarifier un certain nombre de dispositions réglementaires et législatives relatives notamment au transport routier des marchandises. Raïla Techeibou et Issou Suleiman pour le compte rendu. Le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, CNUT, initiateur du présent atelier, a pour entre autres activités l'application des tests de la République et des accords bilatéraux en matière de transport et de transit et l'encadrement des chargeurs par la formation et la sensibilisation sur le commerce international et le transport. C'est donc en respect à cette dernière activité et parce que le secteur des transports est un secteur régi par une multitude de tests régionaux et bilatéraux que le CNUT, au regard de certaines lacunes relevées dans l'application et la compréhension de ces tests en vigueur en matière de transport des marchandises, organise cet atelier. Nous avions jugé utile d'articuler des échanges autour des points ci-après. Transport routier des marchandises, documents d'accompagnement de la marchandise, conventions et accords bilatéraux, le règlement numéro 14, conditions de transport par voie terrestre des produits stratégiques et accès aux sites miniers. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, la pertinence des points retenus n'est plus à démontrer et prouve, si besoin est, le souci constant des responsables du CNUT à mieux accompagner et outiller ses partenaires pour une collaboration franche,
respectueuse et profitable à tous. Le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics PNUT, initiateur du présent atelier, a pour entre autres activités l'application des tests de la République et des accords bilatéraux en matière de transport et de transit et l'encadrement des chargeurs par la formation et la sensibilisation sur le commerce international et le transport. C'est donc en respect à cette dernière activité et parce que le secteur des transports est un secteur régi par une multitude de tests régionaux et bilatéraux que le CNUT, au regard de certaines lacunes relevées dans l'application et la compréhension de ces tests en vigueur en matière de transport des marchandises, organise cet atelier. Pour le ministre des Transports, cette session de sensibilisation et de formation édifiera les acteurs du secteur des transports sur les différents tests régissant les transports routiers des marchandises. Toutes ces mesures sont dotées de dispositifs réglementaires visant à rationaliser les opérations de contrôle et à assurer la fluidité du trafic sur les différents corridors. En effet, la méconnaissance de ces axes par les acteurs de la chaîne de transport constitue un obstacle majeur pour l'application de ces mesures. Je fonde ainsi l'espoir sur une responsabilité consciente de tous les acteurs intervenant au niveau des ports et des axes et que cet atelier puisse susciter beaucoup d'engouement et beaucoup d'engagement au niveau des acteurs de la chaîne qui seront désormais mieux outillés pour exercer leur métier, normes qui concourent à créer les conditions pour la relance de notre économie. Le Niger, comme vous le savez, est un pays enclavé. Le transport reste et demeure une activité stimulante pour notre croissance économique, j'allais dire pour notre développement socio-économique. Cet atelier cadre parfaitement avec la politique du gouvernement dans le cadre du dialogue, l'information, la sensibilisation et la concertation avec l'ensemble des acteurs. Niamey abrite depuis ce matin, et ce pour 3 jours, les assises de l'atelier revue de la situation épidémiologique de la méningite et de la réponse aux épidémies en Afrique de 2014 et 2015. Une rencontre présidée au Palais de Congrès de Niamey par le ministre de la Santé publique. Compte rendu, c'est Soumela Ibrahim et Hassan Moussa. Situé en plein cœur de la ceinture africaine de la méningite qui s'étale du Sénégal à l'ouest en Éthiopie à l'est, le Niger, précisément Niamey, est retenu pour accueillir la revue de la situation épidémiologique de la méningite et de la réponse aux épidémies en Afrique de 2014 à 2015. Aux côtés des pays touchés par la méningite, plusieurs partenaires techniques et financiers. En tête de peloton, l'Organisation mondiale de la santé à travers la mise en place de stratégies de riposte à chaque fois qu'une épidémie est déclarée. Je souhaite particulièrement que vous puissiez vous pencher notamment sur les points suivants qui se basent sur la gestion de la récente épidémie enregistrée au Niger. Il s'agit de la question des centres de prise en charge et de traitement ambulatoire, de la gestion d'une épidémie de méningite en zone urbaine de forte concentration humaine, des gros districts et de la définition de leur seuil épidémique, de la préparation aux épidémies futures ainsi que de la disponibilité des vaccins pour la saison épidémique 2016. Je souhaite une attention soutenue et une bonne participation de tous pour le plein succès de cet atelier qui a une importance régionale capitale. Je suis convaincu qu'au vu de la qualité des participants à cet atelier, vous allez faire une analyse sans complaisance de la situation et faire des recommandations pragmatiques pour le bien-être des filles et fils de nos différents pays. Il est aujourd'hui question de faire le point de la situation des épidémies de méningite apparues dans la ceinture de 2014 à 2015 et pas seulement, mais se préparer également pour les interventions futures. De façon spécifique, les objectifs attendus de votre rencontre consisteront à évaluer la réponse aux épidémies enregistrées de 2014 à 2015 et tirer les leçons apprises. Évaluer la situation épidémiologique de la méningite en Afrique de 2014 à 2015, faire l'analyse du risque pour la prochaine saison épidémique 2016, faire le point de la disponibilité actuelle et future
des vaccins contre la méningite, déterminer les prochaines étapes à suivre pour la finalisation, la validation et la mise en œuvre des plans nationaux de réponse aux épidémies de méningite. Nous attachons du prix aux résultats de vos travaux qui, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, pourront contribuer à améliorer davantage les réponses face aux épidémies de méningite qui sont de plus en plus dues à des souches inhabituelles. En chiffres, les épidémies de la méningite de 2015, c'est de la semaine 1 à la semaine malheureusement 1679 décès. Le Niger seul a enregistré 8500 cas, dont 573 décès à la date du 30 juin 2015. Le chef d'état-major des armées entreprend depuis hier une série de visites dans les unités des forces de défense et de sécurité de la région de Difa. Précision, Amadou Hassan et Abdelman Mazou. Le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Séni Garba, à la tête d'une forte délégation, a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la région de Difa, le général de division Abdou Kaza, du colonel-major Abdou Sidikou Issa, chef d'état-major tactique, du commandant de la zone de défense numéro 5 et les autres responsables de forces de défense et de sécurité, puis s'allier par 2 pelotons de la 3e compagnie antiterroriste des forces armées nationales de Difa qui lui rendaient les honneurs, ainsi que les officiers et sous-officiers des forces de défense et de sécurité. La délégation du chef d'état-major des armées s'est rendue au commandement de la zone de défense numéro 5 où il a suivi un exposé sur la situation sécuritaire dans la région de Difa. Le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Séni Garba, a présenté un rapport à la place d'armes du 52e bataillon interarmes de Difa avec l'ensemble des corps de forces de défense et de sécurité. Il a d'abord transmis les salutations fraternelles de son excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que toute la reconnaissance du peuple nigérien pour le remarquable travail qu'il ne cesse d'accomplir dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens en général et celui de la lutte contre Boko Haram en particulier. Le général de corps d'armée Séni Garba a dans cette adresse introduit l'objet de sa mission dans la région de Difa qui est celui de s'enquérir des conditions de vie et de travail de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout de les encourager et les féliciter pour leur détermination et le professionnalisme qu'ils ont fait montre dans l'accomplissement de leur mission qui est celle d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Il les a ensuite rassurés que leurs capacités seront renforcées afin de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Par ailleurs, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Séni Garba, a invité l'ensemble des forces de défense et de sécurité à la cohésion pour faire face à l'ennemi commun avant de les exhorter au respect de la hiérarchie au sein de leurs unités respectives. Cependant, au vu de la menace qui pèse encore sur la région de Difa, notamment le long de la frontière avec le Nigeria, le général de corps d'armée Séni Garba a invité ses voyants soldats à plus de vigilance et à redoubler d'efforts dans leurs tâches, tout en leur assurant l'entière disponibilité des plus hautes autorités de notre pays à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Durant cette allocution, le chef d'état-major des armées a aussi indiqué que les actions seront coordonnées avec les autres pays voisins pour venir à bout de cette secte. Par ailleurs, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, Séni Garba, a effectué une série de visites qu'il a conduit à l'infirmerie de garnison et à l'hôpital pour voir l'état de santé des malades blessés civils et militaires. Il a ensuite visité les positions des postes avancés des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram, à savoir le pont Kogi, le détachement de Bagara, Tourbangida, Sonidep, ainsi que les travaux de prolongation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Difa. Ouverture officielle hier à Zender sous le patronage du gouverneur de la région et cela en présence du secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire, des cadres centraux des différents ordres d'enseignement et partenaires du système éducatif, du forum régional sur l'éducation et la formation professionnelle organisé par le conseil régional de Zender. Détail Garbo Mankabiru et Fajibouka.
priorité des priorités dans sa mission de développement économique, social, culturel et sportif, mission du reste dévolue aux collectivités territoriales, l'école a toujours occupé une place de choix au niveau du Conseil régional des Zander et le présent forum sur l'éducation et la formation professionnelle en est une preuve tangible. C'est un forum justement, à la fin, il y aura un rapport général qui sera décliné en un plan d'action étalé sur 5 ans. Et dans ce document, il sera question de présenter l'ensemble de ce que nous considérons comme solutions possibles et réalisables pour résorber les difficultés que connaît la région des Andes relativement à l'éducation mais également à la formation professionnelle. Dans son mot introductif, le président du conseil régional de Zander a en substance indiqué que la région de Zander, dès leur première réunion organisée à Tawa par le gouvernement, était de celles qui insistaient pour que l'éducation puisse figurer au premier rang de la liste des domaines devant faire l'objet de transferts de compétences et de ressources. Car, a poursuivi Moutari Ousmane, l'école ouvre les portes d'horizons spatiaux et temporels nouveaux, contribuant plus que n'importe quelle autre variable au développement économique, social et culturel, en impactant positivement sur la santé, la nutrition, la croissance démographique, ainsi que sur la réalisation des droits humains, notamment ceux des couches les plus défavorisées, telles que les femmes, les enfants et les personnes frappées de handicaps divers. En ouvrant les assises, le gouverneur de Zander a présenté toutes les excuses et le regret de Mme Ali Mariama, ministre de l'enseignement primaire, pour n'avoir pu être ce jour parmi eux et discuter avec eux des questions aussi importante que celle de l'éducation dont elle a la charge. Allah Moutari s'est en outre régi et fort satisfait de cette initiative du Conseil régional de Zander et de son président en organisant cette rencontre sur un thème hautement important qui est l'éducation dans la région de Zander. Car, a-t-il expliqué, en initiant ce forum, il sait que le président du Conseil régional de Zander n'ignorait pas les multiples et complexes problèmes du secteur et qu'il sait aussi que Moutari Ousmane n'ignorait pas les gros investissements et les grandes réformes en cours dans le secteur, non plus les très nombreuses rencontres sur le sujet et les conclusions qui en étaient issues. Et tout en se posant et posant une multitude de questions sur la problématique, les tenants et aboutissants de ce forum, qu'Allah Moutari a rassuré les uns et les autres que cette rencontre ne sera pas une rencontre de plus et ne se complaira pas dans le trop facile exercice de dresser les diagnostics. Elle fera le tour de chantier de réformes en cours, notamment les efforts sans précédent consentis par l'État pendant ces 5 années, proposera des corrections à leurs inévitables erreurs et complétera les initiatives et les solutions en cours.